Aux États-Unis, de plus en plus de grands groupes, Facebook en tête, investissent dans ce qu'on appelle le métaverse. Il s'agit d'un monde parallèle avec des villes virtuelles, des maisons, des animations, avec des personnages virtuels. On peut y entrer en se créant son double, ce qu'on appelle un avatar. Loïc Delamornay, Thomas Donzel et Ariel Monange nous emmènent dans le métaverse. Il reste l'empereur des réseaux sociaux. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, règne sur 2,8 milliards d'utilisateurs dans le monde et il vient de leur annoncer un changement d'air. Aujourd'hui, on va parler du métaverse. Je veux imaginer avec vous tout ce qui sera possible. Il fait alors sa promotion grâce à son avatar, son double dans le monde digital. Jeux, rencontres, travail, culture, tout sera possible dans le métaverse. L'un des moyens d'en profiter sera ce casque qui immerge complètement dans la réalité virtuelle. Une aubaine financière pour Facebook, rebaptisée Meta, qui le vend près de 300 €. Ce futur se construit en partie ici, en Virginie, dans la banlieue de Washington. Peu connue du grand public, la ville d'Ashburn est pourtant la capitale mondiale des serveurs de données. 70% du trafic Internet planétaire y transite, et ici on se projette déjà dans le métaverse. La version 1 du web a connecté l'information et nous a donné Internet. La version 2 a connecté les gens, ça a donné le commerce en ligne et les réseaux sociaux. Là, on se dirige vers la version 3, le métaverse. C'est la convergence du monde physique et du monde digital. Cette start-up est l'une des pionnières dans la création d'avatars volumétriques, de vrais doubles digitaux. Bienvenue dans le nouveau studio de capture virtuelle Microsoft. Il n'y en a que 4 dans le monde. Nous servons de cobayes. 70 caméras vont prendre chaque caractéristique physique, chaque mouvement, chaque expression de visage qui nous rend humains et uniques. Aujourd'hui, nous avons une adresse email comme part de notre identité pour vivre, consommer, travailler. Ces ingénieurs pensent qu'en voici l'évolution. J'entrevois que d'ici moins de 30 ans, chacun de nous aura un double, un jumeau virtuel dans ce métaverse, qui sera utilisé comme part de notre identité. C'est excitant, mais aussi un peu vertigineux. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes avec mon acolyte de toujours, Jonathan Saint-Pierre, dit le prof. Comment vas-tu, mon ami? Hey, salut Jay, comme on disait avant d'entrer en onde, ça va essouffler, mais ça va. On va avoir du fun. Est-ce que tu avais un autre podcast avant nous, c'est ça? Ouais, j'avais un podcast de 7,5 à 8, puis j'ai eu de la misère à me connecter parce qu'il utilise Discord que j'avais jamais utilisé de ma vie. Fait que ça m'a pris genre 10 minutes à comprendre qu'il fallait que je download de quoi, puis le taponnage. Fait que finalement, j'ai fini à 8h15 à peu près. Fait que je me suis pris petit 2 secondes de pause, puis je rembarque. Je suis prêt pour avoir un gros show. Ouais. Et puis, c'est dans quel podcast, si c'est pas trop indiscret? Non, ça s'appelle Les Geeks Contre-Attaque. C'est des gens qui ont un show de radio à Québec. Ils font aussi version podcast, puis ils font un peu comme nous. Dans le fond, ils tapent de même, puis ils mettent ça ensuite sur YouTube puis sur Apple Podcast. Fait qu'on a parlé de jeux vidéo principalement, techno et compagnie. C'était bien cool. Une gang bien belle fun. Puis j'invite les gens qui nous écoutent à aller les écouter, Les Geeks Contre-Attaque. Si vous aimez tout ce qui est techno geek, là, c'était bien fun. Super. On reçoit ce soir, mon cher Jonathan Saint-Pierre, comme je disais avant d'enregistrer, un habitué qui commence à être un habitué de Sur la Terre des Hommes. Louis-Paul Willis, comment vas-tu? Ça va très bien et je suis toujours content d'être avec vous. Merci encore une fois pour l'invitation. Ça va super bien. Merci à toi. Merci à toi. Toujours un plaisir. Je tiens à te remercier encore une fois, Louis-Paul, pour ta petite plug à Radio-Canada il y a quelques semaines en tant qu'influenceur. C'est entre le pharmacien et Alain Vadeboncoeur. Savoir que c'est moi le 3e mousquetaire des influenceurs positifs au Québec. J'ai apprécié beaucoup. C'est important de souligner ce travail-là parce que comme c'est le cas avec le docteur Vadeboncoeur ou le pharmacien, je veux dire, on est tous, vous, parce que moi, je suis pas un influenceur, mais vous êtes occupés, vous avez des jobs, c'est du temps qu'on met, que vous mettez
en plus, là, pour essayer de participer à une meilleure connaissance généralisée sur des enjeux qui sont sérieux. Donc, on est loin des influenceurs de Sunwing. Ouais. Effectivement, c'est un peu ça qu'on essaie de changer. Hein? Mais pour ma part, ce n'est pas moi l'influenceur, c'est vraiment Jonathan Saint-Pierre, dit le prof. Moi, je ne suis qu'animateur d'un modeste podcast. Mon cher Louis-Paul, la semaine dernière, j'ai lu un article portant sur un sujet qui en fait réagir plus d'un, c'est-à-dire les métavers. Et puis en passant, tu as fait une faute dedans. Hein? J'ai rajouté un E à la fin de métavers. C'est Metaverse et non métavers. Ah, ben en français, ça existe, métavers, mon cher. Ah ouais? Je vais aller corriger la faute d'abord. Mais c'était méta. J'ai rajouté une faute. Mais en anglais, c'est donc mais lettre en français, métavers, pas de E. Ben oui, parce que ça n'a aucun lien avec vraiment la vraie signification de métavers, de metaverse, dans le fond, c'est une contraction, c'est univers multiple. Ouais. C'est ça, c'est un univers méta, ouais, c'est ça. Exactement. Alors, ça n'a vraiment aucun lien, mais en anglais, metaverse comme universe, mais c'est comme l'univers. C'est un univers qu'on va parler aujourd'hui qui va arriver dans nos vies très, très, très bientôt. Très bientôt. Et puis, pour commencer, j'aimerais avoir votre opinion sur les métavers. Premièrement, mon cher Jonathan, est-ce que tu as lu un petit peu là-dessus? Est-ce que tu as une opinion? Est-ce que tu as une opinion sur le sujet? Moi, je peux déjà te faire une primeur. On m'a offert un auditorium de 500 places dans un metaverse pour faire une conférence virtuelle pour que je puisse l'essayer pour voir c'est quoi. Puis c'est un metaverse québécois, fait que c'est quelque chose de pédagogique, on va dire. C'est comme une simulation de metaverse, mais quand même, c'est quelque chose que je trouve quand même cool, même si c'est pas quelque chose que je me vois faire d'aller, vivre dans un metaverse, mais de comprendre comment ça marche pour être capable d'en parler puis de comprendre les jeunes qui vont y aller. Ouais. Ça m'intéresse. C'est plus le derrière du décor que l'action en tant que telle d'être dans un metaverse parce que je trouve que c'est un peu n'importe quoi, mais c'est une opinion très personnelle. Mais c'est ça parce que ce soir, on va essayer de trouver justement des bons côtés. On va être positif. Des bons côtés, des bons côtés au metaverse, au métavers. Moi, je veux dire les métavers. Alors, les métavers, et puis peut-être des moins beaux côtés qui peuvent ressurgir de cette nouvelle idée, de ce nouveau concept, mais soyez sans crainte. Dans le fond, le métavers n'est pas une idée nouvelle de Mark Zuckerberg. Ça fait longtemps qu'on parle des métavers. Avant de commencer là-dessus, mon cher Louis-Paul, toi, ton opinion sur les métavers, quelle est-elle? Avant de rentrer dans l'opinion, je vais juste réagir à ce que tu viens de dire parce qu'on rattache malheureusement ça à Facebook, qui est effectivement une grosse erreur. Le terme métavers, en fait, on peut reculer jusqu'aux années 90 et trouver ce terme-là dans la fiction notamment. Et, bon, là, on a Facebook qui s'approprie le terme et tout à coup, c'est eux qui sont les porte-étendards. On va rester positif, mais je vais quand même me permettre de dire que j'ai un problème avec ça. Absolument raison. Ouais. Mais bon, autrement, pour revenir à ta question de fond, je dirais que ma position fait un peu écho à celle de Jonathan, dans la mesure où, bon, j'ai un intérêt qui est plus académique, je dirais, pour les études médiatiques au sens très large. Donc, évidemment, là, ici, on est dans une espèce de prolongation d'une logique socio-numérique parce que, ultimement, c'est la même logique. C'est la capacité de s'interconnecter avec des usagers sur une plateforme numérique, sauf que cette fois, au lieu que ce soit une interface un peu classique, mon écran, mon clavier, ma souris, l'interface est virtuelle, c'est ce casque que je peux enfiler. Comme un jeu vidéo un peu, tu sais. Oui, alors c'est un bon point parce que c'est beaucoup plus vidéoludique que peuvent l'être les plateformes socio-numériques. On va être plus immersif aussi, on va être plus dedans, puis probablement c'est pour nous garder plus longtemps connectés aussi. Là. Il y a une game psychologique en arrière de ça. Absolument. Et ceci dit, je dois dire, j'ai acheté une Oculus à mes enfants à Noël. Ouais, et c'est vraiment sympathique. Comme moi, je suis pas gamer dans la vie, on a des consoles de jeux ici, ça a toujours été pour les enfants. À part jouer un peu à Mario Kart avec eux, c'est à peu près le plus que je fais. Mais là, j'avoue que
je m'amuse dans le métavers. C'est pas le métavers parce que je suis seul dans mon sous-sol, là, mais bon, je m'amuse dans ce... Mais je dis ça, mais déjà, c'est connecté. Hein, Oculus, ça appartient à Facebook. Donc là, j'ai des amis Facebook qui m'ont trouvé puis qui m'ont demandé un ami sur Oculus. Donc, puis concrètement, c'est quoi tu fais dans un Oculus Rift? Moi, j'ai un Quest, mais c'est la même chose. En fait, je sais pas, je dis la même chose, mais clairement, ça ne l'est pas. Je sais pas c'est quoi la différence entre ces casques-là. Ça doit être au niveau de leur capacité, peut-être même... Ah tiens, on l'a... Ça, c'est le Quest comme j'ai. Le Rift, si on en a à l'U4, je serais mal avisé de dire que... Ah non, mais c'est dans le fond, c'est plus dans le sens de concrètement, tu fais quoi avec ça sur la tête? Ah ben moi je joue à des jeux bon tu sais t'as 2 manettes moi un de mes jeux là avec lesquels je passe du temps de ce temps-là, faut savoir que moi je suis en congé sabbatique en ce moment, donc je passe mes journées et mes nuits à écrire non-stop. J'essaie de garder une hygiène de travail où bon tu sais c'est pas vrai qu'on est productif après 4-5 heures à écrire, alors j'essaie à chaque 2 heures mettons de prendre une petite pause, puis là je vais sur mon Oculus et je joue à Beat Saber, qui est un espèce de jeu où sur de la musique, chacune de tes manettes se trouve être une espèce de sabre au laser. Là, et tu dois défoncer des cubes qui te parviennent à des vitesses diverses en fonction du niveau que tu sélectionnes, mais aussi en fonction de la musique qui joue. C'est à la limite, je me suis rendu un peu plus loin, là, je suis rendu à un niveau plus élevé, puis je dirais pas que c'est du sport, là. Moi je suis un sportif quand même, mais il y a un petit workout là-dedans, là, on dépense de l'énergie. Alors, dans le fond, pour ceux qui sont en vidéo, ceux qui voient l'épisode live sur la page privée des patrons de Sur la Terre des Hommes, on voit une paire de lunettes Oculus Quest. Dans le fond, c'est une paire de lunettes, si je peux vous la décrire, c'est une paire de lunettes virtuelles, dans le fond, un casque de réalité virtuelle, avec, là, on voit une manette, mais comme tu dis, il y en a 2, et on voit celle derrière juste ici, dans le fond, pour ceux qui sont en vidéo. Alors, c'est 2 manettes, dans le fond, et puis tu rentres dans un monde virtuel. Okay? Dans le fond, c'est une nouvelle manière de jouer à des jeux vidéo parce qu'on a une question de Mathieu Lauzon qui dit c'est quoi exactement un métavers? Et puis là, il faut amener une précision. Les métavers, c'est pas juste, ça sera pas juste consacré aux jeux vidéo, là. On parle justement que l'Internet, dans le fond, la totalité peut-être de l'Internet serait dans le métavers. Peut-être que d'ici 5 ans, ou même moins, vous allez pouvoir aller magasiner sur Amazon dans le métavers. Dans le fond, c'est que vous aurez un avatar qui vous personnifie et puis vous allez vous promener dans ce monde virtuel-là. Alors, tu vas rentrer dans le magasin Amazon, peut-être dans le métavers. Tu vas avoir un panier devant toi dans ton casque de réalité virtuelle. Tu vas mettre tes cochonneries Amazon et puis c'est ça. Alors, c'est vraiment. Mais est-ce que tu les reçois par la poste après ou c'est juste un simulateur d'achat? Il y a les deux. Je me dis à quoi ça sert d'aller magasiner si je l'achète. Tu vas capoter. Tu peux acheter des trucs. Bon, tu sais, dans des jeux, tu peux acheter des artefacts numériques. Là, mais effectivement, tu peux aussi aller... Quand tu parles d'artefacts numériques, c'est ce qu'on appelle les NFT? ça fera un autre épisode là-dessus. Là. Non, ben oui. Les NFT. Non, je pense pas que les NFT je veux dire, oui, les NFT, ce sont des artefacts numériques dont je questionne beaucoup personnellement l'authenticité, là, mais ça prendrait vraiment pour de vrai il y a un épisode là-dedans parce qu'il y a tout un concept théorique derrière l'aura. Là, mais je sais pas, moi, ce à quoi je faisais référence, c'est un peu plus, je sais pas, dans mon métavers, disons que je suis connecté, je joue à tel jeu, ben je vais pouvoir, un peu comme on le fait déjà, moi, mes enfants m'achètent tout le temps avec ça, ils veulent acheter des nouveaux skins pour les jeux auxquels ils jouent là, sur leur tablette ou peu importe. Puis dans le fond, tu dépenses de l'argent. Moi, ça me fait toujours un peu capoter parce que tu dépenses de l'argent pour rien de concret, là. C'est ton avatar qui va avoir un nouvel habit ou un nouveau look ou une nouvelle coupe de cheveux. Mais ça, Louis-Paul, c'est pas nouveau. Admettons que tu as un PlayStation 4, là, tu peux... dans le temps, il y avait la Wii, ça fait longtemps, ça, la Nintendo Wii. Tu pouvais acheter justement des éléments, comme tu dis, des skins, des habillements pour ton petit avatar.
Fait que ton meme. Fait que dans le fond, là, comme on a dit tantôt, Mark Zuckerberg n'a rien inventé. Là. Mais comme par exemple, Steve Jobs n'a pas inventé le téléphone cellulaire non plus. C'est tellement une bonne comparaison, c'est vrai. Mais ça va être à un niveau qu'on n'a jamais vu parce que les métavers, par exemple, mettons un jeu vidéo qui est quand même assez vieux, World of Warcraft. J'ai de la misère à dire ça. World of Warcraft, c'est une espèce de métavers, si on veut. Oui, c'est un jeu vidéo, mais tu as un personnage, tu peux le personnaliser. Pareil comme ça serait dans le métavers. Et puis juste pour revenir justement sur des éléments non tangibles qu'on va pouvoir acheter dans le métavers, il y a des terrains, tu vas pouvoir t'acheter un terrain virtuel et puis si tu veux, tu peux implanter ton magasin. Mettons, je sais pas, moi, tu as une boutique électronique à Rouyn-Noranda. Eh bien, peut-être que la boutique La Source, justement, de Rouyn-Noranda, on les salue s'ils nous écoutent, peut-être un nouveau commanditaire, mais peut-être qu'ils pourront s'installer dans le métavers pour que les gens aient magasiné directement là, fait que ça va aller jusque-là. Là. Et puis, pour continuer là-dessus, c'est pas juste les jeux vidéo, c'est pas juste Amazon, eBay, etc., mais aussi, comme tu as dit, Joe, des conférences, des spectacles. Moi, je pense que du côté culturel, là, ça peut être incroyable, le métavers. Tu sais, imaginez des musées au complet dans le métavers, là. Que tu paies un prix d'entrée, pareil comme si tu allais au vrai musée, mais tu mets ton casque de réalité virtuelle et puis tu entres dans le musée. Ça peut aller jusque-là, puis ça prendra pas de temps qu'on va se rendre là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a des beaux côtés au métavers. Oui, absolument. Mais comme tu disais tantôt, là, Zuckerberg n'a rien inventé. C'est drôle parce que pendant que tu parlais, je suis allé chercher. Moi, je croyais que le terme métavers remontait au roman Snow Crash là, de Neil Stephenson, mais non. Ouais. On en parle pour la première fois dans le roman Simulacron 3 de Daniel Galway, qui d'ailleurs a été adapté au cinéma. Et le film s'appelle The 13th Floor. Qui est un film qui est sorti la même année que Matrix, qui est un film, dans le fond, qui... on est dans une... on pourrait dire des premières ébauches de réalité virtuelle. La Matrice, c'est ça. Mais The 13th Floor est un film qui fait, selon moi, ce que La Matrice fait pas, là, parce que, bon, il y a peut-être un autre épisode dans mais La Matrice n'est pas un film aussi accompli. On prend des notes, Louis-Paul, pour les prochains épisodes. Non, ouais, c'est ça. Mais bon, tout ça pour dire que ça date encore plus loin que je pensais l'utilisation de ce terme. Donc, c'est un concept qui aurait été décrit donc pour la première fois dans ce roman-là, qui date de 68. Comme quoi, des fois aussi, la science-fiction finit parfois par s'avérer. Il y a des trucs qu'on dit dans la science-fiction qui, à l'époque où on les dit, ça fait aucun sens, mais ça finit par arriver de la même façon que des fois de non. Je veux dire, tout le monde, en 2015, là, c'était la joke de comparer le vrai 2015 avec le 2015 de Back to the Future, par exemple. Oui. Exactement. Et puis, on a un commentaire dans le chat de Mélissa Frappier qui dit, puis c'est un de mes exemples que je voulais amener, mais on peut en parler, ou encore le film Ralph brise l'Internet, un film qui a 3-4 ans environ. Quand ils sont dans eBay, ben justement, ça ressemble un peu à ce que moi j'ai de l'image des métavers. Si vous ne connaissez pas ce film-là, écoutez-le avec vos tout-petits, ou même adultes, là, vous allez trouver votre fun. Là. Ralph brise l'Internet. Il se retrouve dans l'Internet et puis c'est vrai que c'est comme une image de métavers. Est-ce que tu connais, Louis-Paul? Oui, je pense que j'ai vu le deuxième. Ça se fait-tu qu'il y a un deuxième? Oui, c'est celui-là, le Ralph brise l'Internet. Là. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu au cinéma avec mes enfants. Là, puis c'est vrai que c'est rigolo. Puis là, il faut qu'ils trouvent des likes sur YouTube ou en tout cas un équivalent pour avoir assez de capital pour pouvoir acheter je sais plus quoi puis sauver la bebelle là, qui a besoin d'être sauvée dans le film. Là, mais je m'en souviens vaguement comme on le voit. Là. Il faut qu'ils trouvent un volant d'une arcade qui a brisé dans leur arcade, dans leur centre d'arcade. Fait qu'il faut qu'ils trouvent un volant. Puis la seule manière qu'ils ont de trouver, je pense, c'est ridicule, genre 27 000 $. Parce qu'ils sont allés gager sur eBay comme des défoncés, puis ils ne savaient pas comment ça marchait eBay. Là. Fait qu'un volant qui vaudrait 75$, ils l'ont payé 25 000. Et puis, comme tu dis, ils vont sur un émule de YouTube pour ramasser des likes puis faire de l'argent. Mais il y a une bonne morale en arrière de ça. Est-ce que tu connais, Joe? Je vois ton visage perplexe.
Va écouter ça. Non, vous venez de me perdre, les gars. Là. OK, mais va écouter ça avec ta petite. Là. Ralph brise Internet. Tu vas aimer ça. Tu vas vraiment aimer ça. Il y a d'autres exemples que j'ai ressortis de métavers, des exemples de métavers dans la culture populaire ou dans le passé. Les Tamagotchi, est-ce qu'on peut rentrer ça dans une espèce... Est-ce que tu connaissais les Tamagotchi, Joe? Ah ouais. Oh my God, t'es allé chercher ça loin. Oui, je suis allé chercher ça loin. Parce que les Tamagotchi, pour ceux qui ont en haut de 30 ans, entre 30 et 39 ans, 40 ans, à peu près comme Joe, les Tamagotchi, c'était de s'occuper d'un animal virtuel. L'animal n'existe pas. Et puis, ça crée quasiment une dépendance chez ces jeunes-là. J'en fais partie, personnellement. Je m'en occupe depuis 1992. Mais, mais les Tamagotchi, est-ce que c'est un peu un balbutiement de réalité virtuelle, de métavers? C'est plus réalité virtuelle, si on peut dire? Mais à ceci près qu'il y avait un objet réel, non? Je sais pas, j'en ai jamais eu un, Ça mais ressemblait à c'est pas un objet... Ben, le Tamagotchi, là, c'était, je te dirais, un 4 pouces carrés à peu près, fait en forme de cercle avec un petit écran. Et puis, il y avait 3-4 pitons, si je me souviens bien. Et puis, c'était pour donner de l'eau, donner de la nourriture, le faire dormir. Par exemple, le jeu de Sims, le jeu de simulation, c'est un métavers absolu. Là. Puis c'est en 1999, je crois, que le premier jeu de The Sims est sorti. C'était tu crées ta famille, tu crées tes propres personnages et puis tu les fais vivre dans un environnement virtuel. Là. Ça, c'est un exemple. Oui, puis il fallait accomplir toutes les tâches. Je me souviens, j'avais un ami qui trouvait ça complètement débile, puis il disait toujours, au lieu, tu sais, je veux dire, t'es trop occupé pour sortir tes vidanges dans les Sims que tu le fais pas dans la vraie vie. Oui. C'était un peu sa façon à lui d'illustrer ce qui est une réaction qui est quand même assez répandue, je pense, par rapport à tout ce qui est réalité virtuelle ou même, tu sais, juste environnement vidéoludique, c'est-à-dire qu'on fait des trucs dans l'environnement en question, numérique, qu'il soit virtuel ou simplement vidéoludique. Pendant ce temps-là, on n'est pas en train de vivre notre vie. Alors, il y a cette idée-là. Mais c'est exactement ça. Ben en fait, je pourrais prendre l'exemple de ceux qui vivent leur vie sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas de vie sociale à l'extérieur. C'est un peu la même chose. Oui, absolument. Mais évidemment, maintenant que Facebook a acheté Oculus, ça fait quand même un bout de temps, mais là, ils s'identifient comme étant Meta. On sent qu'ils veulent... On sent qu'il y a du mépris dans ce que tu viens de dire. Ben non, voyons, c'est imposé de... mais il reste que... Ça va... Facebook va évidemment faire une entrée... Ben, le fait déjà quand même une entrée un peu fracassante. Je veux dire, comme je disais, j'ai une Oculus, c'est une compagnie qui appartient à Facebook. Pour créer mon compte sur ma machine, je le fais à partir de mon compte Facebook. Là. Alors, évidemment, une fois là-dedans, si je reçois un message sur Messenger, ça me pop dans ma réalité virtuelle pendant que je suis en train de jouer. Il y a cette connectivité-là qui est, je dirais, native à cet environnement-là, puisque c'est un environnement qui est issu d'une plateforme de médias sociaux numériques. Si je vous partage, messieurs, cette image-ci, est-ce qu'on peut le considérer comme un exemple de métavers? Avatar. Oh ouais. Peut-être, mais qu'on ait vu le 2 après 20 ans. Est-ce que je me trompe? Est-ce que... Ouais, là, James Cameron, je suis pas il a fait des films importants, mais je suis pas un fan. Mais, parce que James Cameron, je trouve que c'est un réalisateur très conservateur. Il reste dans ses pantoufles, hein? Ouais. Mais en même temps, Avatar, excuse-moi, Loupa, mais Avatar en 2009, quand ça sortit, là, c'était une révolution du cinéma. Là. Mais c'était si je ne me trompe pas, là, je ne veux pas dire de folie, mais c'était c'était un des premiers films où on mettait des lunettes en stéréoscopie 3D là, pour avoir un degré d'immersivité, mon Dieu, je déparle, un degré d'immersion un peu plus poussé dans la salle de cinéma. Et puis, je me souviens, dans ces années-là, en 2009-2010, quand c'est sorti en DVD Blu-ray, bien, les gens qui avaient des TV 3D pouvaient le regarder avec le 3D de l'époque. Là, ça fait 13 ans, mais c'était une espèce de 3D très, très... aujourd'hui, qu'on qualifierait de Wish. Mais pour les 3 personnes sur Terre qui n'ont pas écouté Avatar,
Dans le fond, c'était on se retrouve dans le futur et puis il y a une planète à coloniser dans un coin reculé de la galaxie. Et puis pour pouvoir vivre sur cette planète-là, les êtres humains devaient incarner un avatar des autochtones de l'endroit, qu'on appelait les Na'vi, je crois. Si ma mémoire est bonne, je l'ai écouté 50 fois, ce film-là, je l'adore. Et puis, dans le fond, la personne se couchait dans une espèce de sarcophage et puis il était connecté à son avatar. Ça ressemble un peu au métavers, n'est-ce pas? Oui. Si je vous en propose un autre, attendez un instant. Attendez un instant, je vais vous le partager à l'instant. C'est un film d'il y a 3 ans, Ready Player One. Je ne connais Oui, pas. je ne l'ai pas vu, celui-là, moi. Vous l'avez pas vu? Non, moi, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas toi, Jonathan. Non, ça me dit rien pantoute. Je vous le conseille, messieurs. Ready Player One, je crois, en 2018-2019, qui est un exemple parfait de métavers où est-ce que les gens, justement, on est dans un futur quand même proche, où est-ce que les gens se connectent avec, justement, des lunettes de réalité virtuelle et puis vivent, tout le monde vit dans cet univers-là. Et puis la vraie réalité n'existe plus, là. Pour vivre, les gens vont dans ce monde virtuel-là. Et puis, c'est un film de Steven Spielberg. Et puis, il y a beaucoup de Easter eggs de Spielberg là-dedans. Vraiment, on retrouve E.T., on retrouve toutes sortes d'affaires de Spielberg. C'est vraiment bon. Ready Player One. Ça fait bien longtemps que c'est sorti. Ça a comme passé inaperçu. Ah non, ça a été dans le cinéma. Ça a quand même été un gros succès au box-office, Ready Player One. Ou si vous préférez en français, je le traduis, Tiens-toi prêt, joueur 1. Ouais. C'est ça le titre français? Non, c'est pas vrai. Je pense que c'est juste joueur. Je crois que c'est juste. C'est pas sérieux. Non, c'est juste joueur 1. C'était une blague. OK. Ouais. Mais j'étais certain que vous aviez vu Ready Player One. Malheureusement, ça manque à ma culture parce que j'en ai évidemment entendu parler, mais non, je ne l'ai pas vu. OK. Le film. Cette nouvelle image, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? On voit une espèce de robot humanoïde. La série Westworld. Oui. Oui, si vous ne l'avez pas écouté, les abonnés, et puis surtout Joe, on dirait, je crois qu'il n'a pas écouté non plus Westworld, une série diffusée, je crois, entre 2014, je pense qu'il y a eu 2 saisons, entre 2014 et 2016, si je me souviens bien. Pour les années, pour les films et les séries, je suis moins bon, mais Westworld, l'histoire, si on veut, c'est une espèce de monde virtuel qui s'apparente au Far West américain, où est-ce que les gens peuvent se rendre dans ce monde-là du Far West américain, où est-ce que les personnages sont des robots qui sont là justement pour t'amuser. Alors voilà, c'est très très bon, Westworld. Sauf que dans Westworld, ceci dit, j'ai juste vu la première saison, là. J'ignorais qu'il y en avait une deuxième. C'est le frère de Christopher Nolan qui a réalisé, ou en tout cas qui a conçu cette série-là, Jonathan Nolan, si je ne me trompe pas. Il y a comme une problématisation en lien avec la virtualité, dans le sens que ça me fait plus penser au film avec Jim Carrey. Le show Truman. Comment il s'appelle ce film? The Truman Show? Oui, merci. Ouais. The Truman Show. Dans The Truman Show, on a une espèce de mise en scène qui est fictive au sein de laquelle le protagoniste évolue. Puis je trouve que Westworld nous plonge un peu dans ce genre d'univers-là. C'est un peu comme un parc thématique. Tu le vis, puis il y a tous ces robots on ne réalise pas que c'est des robots, c'est des personnages qui nous font vivre avec une certaine immersion la réalité du Far West. Ouais, mais bon, ça fait longtemps. Le show Truman, je l'ai écouté, je l'ai regardé à sa sortie. J'avais 9 ans, puis je ne l'ai jamais réécouté. Il faudrait que je le réécoute, le Truman Show avec Jim Carrey. Maintenant, messieurs, les conséquences possibles à ces métavers, est-ce que vous en avez qui vous vient à l'esprit? Parce qu'on a parlé de choses quand même qui pourraient être bien avec les métavers, comment l'utilisation des métavers pourrait être faite, mais pour peut-être des conséquences possibles, est-ce que vous en avez qui vous vient à l'esprit?
Pas encore plus de nos données qui vont être vendues. Exactement. Encore plus de notre liberté qui va être en ligne. T'sais, notre personnalité va être au complet sur les réseaux sociaux. Il ne restera plus rien dans le privé, dans le fond. Louis-Paul, est-ce que oui, ça, c'est un enjeu, je pense, qui est vraiment important, là, la sécurité de l'information. Je pense aussi tout ce qui touche les rapports de dépendance. Je pense que ça va juste exacerber un problème qui existe déjà. Là. Parce qu'on le voit en ce moment, la dépendance, pas juste chez les enfants, les adolescents, mais chez les adultes aussi, avec tout ce qu'on trouve de désinformation depuis maintenant 2 ans avec la COVID. On voit qu'il y a une cyberdépendance qui est installée chez plusieurs, que ce soit de ne pas lâcher son cellulaire du moment où est-ce que tu te lèves le matin jusqu'à temps que tu te couches. Si on implante en plus le métavers là-dedans, où est-ce que c'est tellement un univers, un monde fantasmagorique, si je peux dire, où est-ce que tu peux être qui tu veux dans le métavers, tu peux aller où tu veux. Est-ce qu'il y a un risque de dépendance? Est-ce qu'il y a un risque de déconnexion de la vraie réalité? C'est la question que je vous pose, messieurs. Est-ce que certaines personnes vont déconnecter de la vie réelle pour vivre à l'intérieur du métavers? Moi, je pense que c'est un enjeu réel. Et c'est pas une critique alarmiste. Je suis pas du tout comment dirais-je, je suis pas un Luddite, là, c'est anti-techno au contraire. Non, c'est ta job. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il faut être très réaliste sur les enjeux. D'ailleurs, tu as dit ce truc, fantasmagorique. Oui. Je pense que c'est bon. Il y a quelque chose de très vidéoludique. Avec tout ce qui touche le métavers, la réalité virtuelle. Puis pour être franc, je le disais tantôt, moi-même qui n'ai jamais été un gamer très, très convaincu, j'ai vraiment du fun à jouer dans l'environnement virtuel de l'Oculus. On dirait que, évidemment, il y a un degré d'immersion qui est tout à fait next level. C'est pas atteignable avec une autre interface qu'avec ce casque ou n'importe quel casque de réalité virtuelle, mais ça pose des problèmes aussi. Il y a une des industries les plus riches du web qui a été dans les premiers, si je comprends bien, à foncer dans cette nouvelle technologie-là. Puis vous me voyez venir sans doute, là, la porno, là, je veux dire. Puis là, on tombe dans un autre niveau de dépendance et de problématisation. L'autre fois, moi, je travaille à l'UQAT, alors je suis souvent au cégep là, quand je vais faire du sport dans les vestiaires. J'avais vu, ça m'a vraiment frappé, j'avais vu un pamphlet là, qu'un étudiant avait dû laisser traîner là, où il y en avait peut-être une couple de ces pamphlets-là. C'était des conférences pour les dépendances à la porno. Je me dis, wow, on adresse ça à des jeunes au cégep qui ont quoi, entre 16, 17, 18 ans? 19 ans, ouais, c'est ça. D'être rendu à cet âge-là, à un jeune âge, puis se dire qu'on offre à cette clientèle étudiante-là des conférences pour adresser des soucis de dépendance à la pornographie, c'est qu'on a un sérieux problème, là. Puis, je pense que ça fait partie des enjeux avec le fameux métavers, c'est que ça fait partie comment dirais-je, de cette réalité-là, des industries qui ont investi. La monétisation de la chose, il y a de l'argent à faire en maudit avec ça. Là. Ça le cachera pas. C'est la prochaine étape. Là. Absolument. C'est certain que c'est dans les plans. Et puis là, c'est là qu'on voit qu'il y a un réel danger de déconnexion des gens, de dire pourquoi que je socialiserais avec le vrai monde quand, dans mon univers à moi, je peux aller jaser avec les personnes que je veux. S'il me tape ses nerfs, j'ai flush. Je peux aller... la personne peut aller visiter n'importe quoi en pornographie, et puis il n'y a aucun besoin... il va y avoir des gens qui n'auront aucun besoin d'avoir une vraie personne dans leur vie, parce que dans le métavers, ils auront tout. C'est ça le danger. Ouais. Les relations interpersonnelles. Le théoricien versé dans la psychanalyse en moi et a de la misère. Va penser qu'il a tout, mais il va toujours manquer de quoi. Là, c'est sûr. Le côté affectif n'est pas là.
Non, ouais. Mais oui, absolument. Alors ça, je pense que c'est un problème majeur. Ceci dit, parce qu'on s'était dit qu'on allait être positif, là, alors je vais retirer la corde. Ramenons du positif, oui. Il y a quand même des trucs assez prometteurs possibles là, pour traiter des phobies, je sais pas. Une des premières choses que j'ai faites, moi, avant même d'avoir un Oculus chez nous, c'était de faire de l'escalade avec une Oculus sur la tête. Alors, tu sais, là, tu regardes en bas, puis c'est le vide. Ouais, non, ouais. Moi, j'ai pas le vertige. Ma Ok. blonde a le vertige, puis un de mes enfants a le vertige aussi. Puis, je me dis, wow, il y a un outil ici pour dompter une phobie. Ouais, c'est quand même, c'est pas rien, là. J'ai un collègue dans mon département qui, lui, a fait beaucoup de recherches avec l'immersion, les casques de réalité virtuelle. En ce moment, il travaille avec une start-up et il participe à la campagne de vaccination avec les enfants avec des casques de réalité virtuelle. Ils ont créé un environnement virtuel pour baisser, calmer l'anxiété face à la piqûre. Alors, on met le casque de réalité virtuelle sur la tête de l'enfant avant qu'il se fasse vacciner, puis il est comme ailleurs. Joe vient de mimer... Ça charcuté. Ouais, il vient de Ouais, mimer... c'est ça. Il vient de mimer Chucky, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, il y a quand même... Je pense que comme toute avancée technologique, il y a quelque chose de prometteur, mais il y a aussi ces non censés dangers. Là. Puis je pense qu'effectivement, là, on en a parlé, les dépendances vidéoludiques, mais aussi pornographiques sont des enjeux, je pense, qui vont devenir majeurs avec l'arrivée, disons, plus élargie des métavers, parce que ça fait quand même plusieurs années maintenant que ces casques-là existent, mais c'est quand même un peu plus récent qu'ils existent et qu'ils sont disponibles, accessibles, à un prix un peu plus raisonnable pour tout le monde. Là. Pour l'information, Louis-Paul, un casque de réalité virtuelle comme tu as, un Oculus Quest, ça se détaille à combien environ? J'ai le coût d'une console, là, peut-être 300-400 $, quelque chose comme ça. OK, fait que c'est très abordable, là, c'est pas 2000 $. Non, c'est ça. C'est très abordable. Ouais, je sais plus si c'est 300 ou 400, mais c'est dans ces eaux-là. Là. Alors, nous avons parlé de choses peut-être négatives qui peuvent arriver, mais avant de continuer, quand on parle de... Mais moi, je trouve ça, là, personnellement, là, avec une nouvelle technologie, on a toujours peur de la nouveauté. Hein? Et puis, il y a de nouvelles dépendances qui se créent avec les nouvelles technologies. Qu'on pense à la télévision dans les années 50, les gens, il y en a des gens qui sont tombés accros un peu à la télévision. Avec Internet, tu sais, être accro à l'Internet, ne pas comprendre ce qu'est Internet. Mais moi, qu'est-ce qui me fait peur, c'est justement en voyant aujourd'hui que l'humain n'est pas encore très... il n'est pas très habitué encore à l'utilisation responsable d'Internet, eh bien, on y amène tout de suite la réalité virtuelle, les métavers. Moi, c'est ça qui me fait peur parce que les gens... On n'est pas prêt en tant que société? Non, moi, je crois qu'en tant qu'humain, dans l'évolution, on n'est pas prêt à ça parce que même l'Internet, on a de la misère à l'apprivoiser. Pour certains, là, avec toutes les dépendances à Internet, et puis là, tu rajoutes à ça le métavers, ça peut te créer de solides problèmes de société, selon moi. Mais encore là, c'est une nouvelle technologie. Oui, mais je pense que c'est très vrai. Puis, dans le fond, il y a on a un manque assez cruel de compétences en littératie médiatique ou en littératie numérique. Tellement. Dans nos sociétés. Je dis les nôtres, c'est pas juste au Québec, même si on a notre propre petite saveur d'analphabétisme numérique au Québec, là, mais ça fait écho à ce qu'on voit ailleurs. Là, on n'est pas unique. Mais oui, je pense que c'est important et c'est un problème. Parce que tu parlais de l'arrivée de l'Internet. On n'a jamais eu un accès aussi facile à l'information. Mais j'ai l'impression, je ne veux pas dire que c'est une réalité parce que c'est une affirmation un peu grosse, là, mais j'ai comme cette impression que malgré le fait qu'on n'a jamais été aussi informé, l'information nous suit dans nos poches avec nos téléphones. On a un accès instantané. Tu te poses une question, tu as la réponse en moins de 10 secondes.
Et malgré ça, on est tellement désinformés, c'est hallucinant. On n'a jamais été aussi ignorant. Ben, c'est ce que je voulais dire. Puis là, je me gardais une genre. Mais oui, non, c'est vrai. Ça. On a l'accès à toutes les réponses, mais on n'a jamais été aussi ignorant. Ouais, ou en tout cas, je ne sais pas si on a peut-être jamais été aussi ignorant, ou en tout cas, ça n'a jamais autant paru. Ouais, non, t'as raison. Mais dans l'histoire de l'humanité, jamais une génération a eu autant accès à toute l'information, à tout le savoir universel. Et puis, certains ne savent pas comment l'interpréter, puis ça sort tout croche. Ouais. Moi, je vais me raviser, je vais être obligé d'être vraiment d'accord avec Jonathan, parce que non, on n'a jamais été aussi ignorant dans la mesure où, je veux dire, au moment où on a l'information disponible à tout le monde, la science en prend pour son rhume, puis on a une quantité d'individus complètement aberrantes qui croient à des thèses là, comme la Terre plate, des trucs comme ça. Alors non, oui, Jonathan, t'as raison. C'est pas juste qu'on a l'air... C'est misanthrope comme conclusion, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Parlons de piratage, messieurs, si vous le voulez bien. Tu veux pirater mon metaverse? Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver si, justement, dans 5 ans, admettons, quand ça va être bien implanté, là, je fais de la post-diction, de la prédiction, excusez-moi, mais qu'est-ce qui va arriver si un piratage de haute ampleur s'empare des métavers, comme Joe t'a dit tantôt? Nos données personnelles, on en a de moins en moins. On se fait voler nos données personnelles. Ça pourrait juste être que ton avatar que tu as utilisé, que tu as pimpé pendant 5 ans, il se fait enlever, il se fait bloquer, il se fait effacer, il se fait pirater. Puis là, tu perds ta vie en ligne. Puis là, tu as un taux de suicide incroyable qui arrive à cause de ça. Mais un exemple, avec l'histoire des données personnelles de Desjardins, là, c'est quelque chose de très grave qui s'est passé. Et puis, j'ai jamais vu autant de la population s'en sacrer à ce point-là. C'est ton identité, c'est tes comptes bancaires, ton numéro d'assurance sociale, c'était tout. Puis le monde, bon, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toute façon? Fait qu'on est comme rendu là que même notre identité numérique, ben, on s'en fout. C'est plate à dire, hein, mais moi, je sens ça. Je sens ça dans la population que même si en même temps, quand tes données ont été piratées 3 fois par Desjardins, par le ministère de l'Éducation, puis par... Oui, nous autres aussi, on a eu ça. Là, c'est ça. Mes informations, ils ne valent plus rien de toute façon. Fait que pourquoi me les pirater? Je suis pas au courant de cette histoire au ministère de l'Éducation. De quoi s'agit-il? Il y a eu une fuite de profs il y a quelques années que nos informations ont sorti primaire, secondaire au MEC, puis il y a plein de profs qui ont des problèmes avec le chômage présentement, qui ont des demandes frauduleuses là, en ce moment où on se parle à cause de ça. Ah ouais? Wow. Ouais, fait que les gens se font faire des demandes de chômage à leur nom, même s'ils ne réclament pas de chômage. Wow, ouais. Mm-hmm. Hallucinant. Une question que je vais vous poser, messieurs. Est-ce qu'on s'engage dans une nouvelle réalité? Entrons-nous à partir de maintenant avec le méta de Mark Zuckerberg dans une nouvelle réalité, puis ce qu'on a vécu, ça va pas disparaître, mais ça va se transformer allègrement. Est-ce qu'on s'en va vers une nouvelle réalité? Moi, je pense c'est un long processus qui date des années 90, on est encore dedans, mais on commence déjà à parler de révolution numérique. Ouais. Je pense que c'est une facette de cette révolution-là. Un peu comme la révolution industrielle, c'est pas passé en une décennie, là, c'est passé en plusieurs décennies. Je pense que c'est la même chose. Oui, quand même. Une centaine d'années. Et non, pas une centaine d'années, plus que 100 ans, au moins 100, 125 ans, là. Alors, dans le fond, du premier chemin de fer jusqu'à chaîne de montage. De l'invention de la machine à vapeur jusqu'à la dernière centrale nucléaire qui a été bâtie, à peu près 125 ans. Et puis là, si on rentre, mettons, la révolution numérique, à quelle date tu la positionnerais dans l'histoire 1990? Là, ça, c'est une question que je trouve difficile. Ben, j'aime vraiment pas dire n'importe quoi. OK. Je veux dire, la première mise en réseau d'ordinateurs entre eux, c'est DARPANET, là, un projet militaire aux États-Unis qui date de la fin des années 60, si je ne m'abuse. On parle de peut-être 68, 69, si je ne m'abuse. Jusqu'à l'arrivée d'Internet dans les foyers, là, on est plus
fin 80, début 90, là, que, bon, tu sais, c'était les early adopters. 97 à peu près. Mais avant ça, c'était disponible. C'est juste que c'était pas tout le monde. C'était pas en Abitibi. Alors, non, voilà, c'est ça. Moi, j'étais pas en Abitibi non plus à cette époque-là. C'est arrivé quand en Abitibi? Je pense que c'est 97, là. J'ai ça en tête, là, mais je suis pas sûr. Ouais, quand même. Je me souviens que le premier ordinateur... 96. le premier ordinateur personnel que nous, on a eu à la maison, chez les Rivards, eh bien, c'était en 1998. Mais il y avait des gens qui avaient des ordinateurs avant, donc de l'Internet. Et puis là, on parle bien sûr de la fameuse connexion 56K. Avec les bruits de madame. Là. Où est-ce que si tu étais sur Internet, eh bien, tu ne pouvais plus recevoir des appels téléphoniques. Mais environ, mettons, la démocratisation de l'Internet dans la seconde moitié des années 90, on va la situer là. Mais une révolution, ben là, si, admettons, on compare la machine à vapeur. Si la machine à vapeur est à la révolution industrielle, ce que la révolution numérique est peut-être à l'ordinateur qui a peut-être servi à pirater la machine Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, admettons, si on pense que c'est le premier ordinateur, eh bien, on peut le situer dans les années 40-50. Ouais. Mais c'est ça, c'est une révolution, c'est pas en 2-3 ans, surtout pour des ères comme ça peut durer 100-150 ans. Et puis là, je me rends compte qu'avec les métavers, justement, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ça va être quoi la prochaine patente? Est-ce qu'on peut aller plus loin, tu penses, Louis-Paul? Que les métavers, ou est-ce que l'univers numérique, un univers complètement parallèle, où est-ce que les gens se rencontrent? Où est-ce qu'on pourrait se rendre de plus loin? La prochaine étape, selon moi, c'est tout ce qui touche la cybernétique, là, l'implantation de trucs. Dans mon corps. Là, mettons des organes. Des organes. Oui. Moi j'ai Black Mirror dans la tête. Là. Je ne sais pas si vous avez vu la série Black Mirror. Oui, absolument. Sur Netflix. Il y a à peu près tous les épisodes de Black Mirror. On est dans un regard très dystopique sur la technologie, sur notre rapport avec la technologie surtout. Ouais. Et c'est toujours... On n'est jamais dans un futur très lointain. C'est toujours là où on pourrait se retrouver demain. C'est pas aujourd'hui. Il y a toujours une petite innovation là, qui nous amène un peu ailleurs, mais c'est vraiment demain. Là. C'est un peu comme le film Her, avec le fameux système d'exploitation intelligent là, dont la voix est incarnée par Scarlett Johansson. Vous avez vu ce film? Ça me dit rien, non? Oui, avec... Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, oui. Et puis, il tombe en amour avec son oui, exactement. Il tombe en amour. C'est un film extrêmement intéressant, un film même, je trouve, très puissant. Un peu dans la même lignée que... lui aussi, il se passe demain. Là. Je veux dire, il manque juste la petite affaire de plus, parce que lui, c'est son téléphone actuel qui ressemble à un iPhone dans une couple d'années. C'est pareil comme si aujourd'hui, quelqu'un tombait en amour avec Siri dans son iPhone. Mais est-ce que tu te souviens si le film Her, ou Elle en français, je crois que c'est ça, est-ce que Siri existait, l'assistant du téléphone d'Apple? Je crois que c'est pas mal en même temps. Hein? Il me semble que oui, c'est une bonne question. Je dis l'arrivée de Siri dans nos iPhones, là. Oui, environ 2013, 2014 environ, les premières versions de Siri. Je m'en rappelle pas. Ouais, je pense que Louis-Paul va faire une recherche, mais dans le fond, c'est ça. Est-ce que tu l'as vu, le film Her, Joe? Avec Joaquin Phoenix? Fais-toi une liste de choses à regarder, mon cher. J'ai pas le temps. Ah oui, t'as le temps. Pour des œuvres comme ça, t'as le temps. Un peu comme le film Ex Machina aussi. Est-ce que tu as vu le film Ex Machina? Wow. J'en ai dans ma liste de films à écouter, puis je l'ai jamais écouté. Ex Machina, c'est vraiment bon. Cette film, celle-là, je m'en rends compte. C'est vraiment... Là aussi, on est dans une problématisation de... Bon, c'est pas virtuel, mais on s'approche de... Là, c'est de la robotique. En tout cas, je t'ai coupé, excuse. Oui, dans le fond, c'est un homme qui tombe un peu en amour avec un robot, tout simplement. Et puis le robot a un visage, un vrai visage humain, mais on dirait qu'il y a comme
une dichotomie, si on veut, entre justement la réalité et puis est-ce que je peux vraiment tomber en amour avec ce robot-là. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Peut-être qu'il y en a justement qui écoutent l'épisode en ce moment, qui prennent des notes sur les séries et puis les films. Ex Machina, pour les play, Ex Machina. C'est excellent aussi. Voilà. C'est un super bon film. Pour revenir à ta question, donc, Siri est arrivé en 2011, puis Her est sorti en 2013. Et voilà. Donc, c'est quand même assez contemporain. Quand même 10 ans. 10 ans, c'est... Ça passe vite quand on s'amuse. Ouais, c'est ça. Mais moi, je me rappelle de la première série, là. Hey, quand c'est arrivé, c'était comme « Wow! Où est-ce qu'on s'en va? » Alors qu'en ce moment, intégré, c'est encore tout préfaite. Il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière ça. C'est toujours les mêmes jokes. Moi, je me souviens, vrai, à un moment donné, avec des amis, je m'amusais à dire « OK, Google » à Siri. Fait que là, il y avait 3-4 réponses différentes pour dire « haha, très drôle » ou des trucs comme ça. Ouais. Bref, je t'ai coupé encore, désolé, mais oui, on n'est pas du tout là où on est dans un film comme Her, sauf qu'on voit que l'un a sans doute été inspiré par l'autre. Oui, absolument. Et puis, pour terminer, messieurs, on va terminer sur du positif. Revenons sur le positif de la chose. Moi, je reviens avec l'aspect culturel que les métavers peuvent amener. Je rêve du jour d'aller visiter une pyramide de Maya ou bien d'aller au Louvre dans le métavers. Des endroits sans sortir de ton sol. Peut-être que j'irai jamais. Mais c'est déjà possible en passant. Ouais, un peu dans le style un peu Google Earth, là, si on veut. Là, tu peux aller visiter... Non, je veux dire, c'est possible avec YouTube VR. Donc, tu sais, YouTube VR. Version... Ouais, quand tu as un casque de réalité virtuelle, tu as une version VR de YouTube avec des vidéos en réalité virtuelle qui sont tournées. Tu peux aller faire une balade dans le métro à Tokyo. Tu peux faire... dans le fond, c'est du monde. C'est pas super compliqué dans la mesure où il suffit d'avoir par exemple une GoPro qui filme en 360. Mm-hmm. Puis t'en as des 3D maintenant, 360 mais 3D, donc c'est avec des objectifs doubles pour dans le fond, répliquer notre vision là, à deux foyers. Là. Okay. Donc, les gens peuvent téléverser pas mal n'importe quoi là, sur YouTube VR, un peu comme on le fait déjà sur YouTube normal. Là. Okay. Donc, il y a pas mal de trucs là. Pour le YouTube VR, est-ce qu'on prend des lunettes style Oculus? Est-ce que ça prend les lunettes? Ouais. OK. Alors, avec des Oculus, vous pouvez aller sur... Il y a d'autres, HTC en font un. Il y a une couple de marques qui font des casques de réalité virtuelle. Puis, il y a même, mais ça, je ne l'ai jamais essayé, des espèces de tu peux convertir ton téléphone intelligent en un casque de réalité virtuelle avec une espèce de boîtier en carton. Oui, c'est vrai, ouais. Mais ça, je ne l'ai jamais essayé. Je ne sais pas ce que ça donne. Là. Ça doit être juste une impression que tu as juste ton sel vraiment braqué ses yeux. Je ne l'ai jamais essayé, mais ça doit pas être comme des Oculus là, ou des lunettes, d'autres casques de réalité virtuelle. Là. Ça doit être différent. Ça doit être vraiment différent. Mais je ne l'ai jamais essayé. Du côté culturel aussi, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Des spectacles, si, admettons, puis ça serait vraiment bon, je crois, pour les artistes, admettons, d'assister à un show de n'importe quel artiste, et bien, tu peux aussi, soit tu te rends à la salle ou à l'amphithéâtre en question pour voir le show, ou bien tu t'achètes le show sur ton casque de réalité virtuelle. Moi, c'est des choses qui m'allument, messieurs, des choses comme ça. Mais encore là, les conséquences, je crois, vont peut-être supplanter les avantages de ces métavers, mais laissons la chance aux coureurs, même s'il s'appelle Mark Zuckerberg. Ce que ça prend, là, parce que je sais que je parle à deux profs au secondaire, ça passe par l'inclusion. Ça relève évidemment pas de vous, là, mais de notre ministère. Mais ça prend plus de littératie numérique là, au secondaire. De culture ou d'éducation numérique, et j'en profite pour plugger le fait que je suis ambassadeur du mois numérique jeunesse qui, justement, sert à
éduquer les jeunes sur le numérique, sur la transparence numérique, la citoyenneté numérique et tout plein d'enjeux contemporains de numérique, parce qu'effectivement, il y a un gros vide au niveau du cursus scolaire. On n'en parle pas aux jeunes, fait que les jeunes l'apprennent n'importe comment et ça donne les résultats qu'on voit à Ottawa présentement. C'est à peu près ça, oui. Absolument. Mais il faut avoir confiance, il faut être positif, mon cher Joe, parce que le gouvernement Legault a dit que le cours d'éthique culture religieuse, il y aurait un volet numérique pour être un bon citoyen numérique. Comment ouvrir un ordinateur? Oui, alors, moi, je fais confiance à Jonathan Roberge et puis à Éric Kerr, qui est ministère des Technologies, etc. Jonathan Roberge, je t'ai trompé, c'est l'humoriste. Ah, excuse-moi. C'est vrai que c'est un clown, lui aussi. Je me trompe tout le temps entre les deux. Ils sont drôles, les deux, en passant. Jeff Roberge. Ben oui, voilà. Mais oui, il y aura, dès l'année prochaine, ou d'ici 2 ans, un volet numérique, de citoyenneté numérique, dis-je bien, dans le nouveau programme. Mon cher Louis-Paul Willis, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Pareillement. C'est très gentil d'avoir encore accepté l'invitation de Sur la Terre des Hommes. Là, j'ai capté la balle au bon. Tantôt, prochain épisode, on va faire ça sur les NFT. Parce que ça aussi, c'est un gros sujet, je pense, qui pourrait être intéressant. Ça pourrait être très intéressant. On se plane ça, les gars, on se plane ça. Alors, les NFT, je sais même pas c'est quoi. Est-ce que tu peux m'expliquer? Non-fungible token, c'est ceux qui achètent des images en Bitcoin. Là. Oui, oui. C'est que tu peux acheter... J'ai résumé ça très, très vaguement. Tu peux acheter un artefact numérique original, comme le premier tweet, un meme. Wow. C'est mais utile, ça pose un problème majeur, je trouve, parce que le numérique repose sur la reproduction infinie de l'information. Il n'y a pas... Si je vous envoie un fichier, je sais pas moi, une photo JPEG, là, vous allez tout recevoir le même fichier. Là, il est indistinguable de l'original, là. Alors, les NFT, je trouve c'est toi qui as le bon. Tu sais. C'est ça. Moi, je trouve que c'est un cossin, là. Et puis, il y a de l'argent investi là-dedans. Il y en a qui payent des faces de singes inutiles. C'est ça que j'allais dire. Ça sent le nouveau trendy cossin là, pour faire générer du capital. Moi, c'est tout ce que je vois là-dedans. Là. Et parler peut-être du Bitcoin, parce que je suis vraiment néophyte en la matière, messieurs. Je ne comprends pas l'utilité des Bitcoins, mais je ne veux pas partir là-dessus. Peut-être, Louis-Paul, est-ce que tu es familier avec les Bitcoins? Ou Un peu moins qu'avec les NFT, mais oui, je connais la crypto-monnaie. Ouais. Parce que moi, je connais quelqu'un qui pourrait nous parler aussi de intéressant. Un Guillaume Désiel, voyons Guillaume Désiel, là, je ne sais pas si vous le connaissez personnellement. Non, je ne connais pas. Okay. Mais les crypto-monnaies, j'aimerais me faire expliquer par quelqu'un, c'est quoi l'intérêt d'avoir une monnaie qui n'existe pas? Parce que je la comprends pas, celle-là. Je la comprends pas. C'est décentralisé, comme disait James Awad. Décentralisé. Oui, voilà. Oui. Ah ouais. Alors voilà pourquoi je casse cette press conference. Alors, merci Louis-Paul encore une fois de cette participation. On te dit merci de m'avoir invité. On te dit à une prochaine parce que ça va être très bientôt, d'ici quelques semaines. Avec plaisir. Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, merci de ta participation. Avec grand plaisir, même si j'ai manqué un peu d'énergie vers la fin, je commence à avoir ma journée dans le corps, mais j'ai punché quand même à la fin. J'allais te texter, ça va dessus, parce que t'avais l'air un peu... ça paraît que j'ai une grosse journée. Là. Ça a commencé, une chance qu'on avait un invité qui était intéressant, fait que je pouvais comme juste laisser la place un petit peu. D'accord. Alors, merci messieurs, merci aux patrons d'avoir été présents. Quelques-uns se sont présentés. J'ai oublié d'annoncer l'enregistrement, mea culpa. J'ai oublié d'annoncer l'enregistrement. Je l'ai fait une demi-heure avant le show. Alors, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de monde. Alors, merci. Merci aux indestructibles qui se sont présentés. Merci à nos abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts. Et puis, bien sûr, YouTube ou Sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos patrons, nos précieux patrons, les curieux stagiaires historiens, les érudits, François Brassard, Mathieu Lauzon et puis tout le monde, les orateurs, Construction avec un S, Rivard de Rouyn-Noranda, et puis je me souviens.org. Alors, Alexandrine et Marina, merci beaucoup. Je vous rappelle que je me souviens.org.org, dans le fond, est un site sur l'histoire de la guerre du Québec dans les 100 dernières années. C'est pas juste pour les profs. Allez visiter. C'est pour tout le monde. Il y a une chaîne YouTube aussi très cool. C'est très intéressant.
jemesouviens.org. Allez visiter ça, s'il vous plaît. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Merci à Denis pour nos merveilleux gaminets que nous portons en ce moment. Je suis à la veille de t'en envoyer un, mon cher Louis-Paul. On devrait l'envoyer à tous nos invités réguliers. Oui, tu me texteras ta taille et puis j'irai te le mener à la maison directement. Du service? Oui, c'est du service. On est dans la même région. Voilà, alors ça me ferait plaisir. Alors, merci à Denis pour ses merveilleux T-shirts et autres produits de Sur la Terre des Hommes. C'est lui qui a fait les différents logos, etc. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.